Fidèle au poste, mesdames et messieurs, dimanche, vous le savez, c'est la rétrospective de la semaine. Et pour cette semaine, je suis doublement heureuse parce que je reçois un frère et un confrère. Et avec lui, nous allons décortiquer les temps forts de l'actualité de cette semaine. Et je dédie d'ailleurs cette émission à un grand frère qui est à Nantes, en France. Botoa Mungu Kalome. Voilà, je te dédie spécialement cette émission parce que aujourd'hui je suis avec Joël Kadé Ndanga. Très heureuse d'être avec nous, Joël. Très heureux de vous retrouver, ma soeur, après plusieurs jours, plusieurs années. Moi aussi, j'ai salué en passant les grands frères, un taquin, un provocateur. Il n'aime pas la paix. Hein? Mais voilà, c'est vraiment un grand qui est à Nantes et qui suit nos publications, qui suit nos réactions sur les réseaux sociaux. Vous sentez même comme s'il est sur place. Voilà, et il recadre de fois nos débats. Et d'ailleurs, nous allons commencer par ça. Quand on voit Joël Kadé, on voit l'UNPC aujourd'hui. Et aujourd'hui, Joël Kadé, l'image des journalistes est un peu ternie. Moi, je ne dirais même pas un peu éternie par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, les congrès de l'UNPC, soutenus par la Fondation Denis Diakerou, qui suscite autant de débats, les réactions d'un groupe de journalistes qu'on appelle Angwalima, je ne sais pas si c'est vrai, par rapport à Malembe Tamondiak, la réaction. Beaucoup n'étaient pas du tout contents par rapport à la réaction parce que Malembe Tamondiak est quand même une icône, un monument qu'on doit respecter, même si selon eux il a commis une erreur ou une faute, mais c'était pas comme ça qu'il devait répliquer vu l'âge et le patrimoine que constitue Malembe. J'ai avec moi Joël Kadé qui est de l'UNPC. Joël Kadé, commençons d'abord par le congrès. Est-ce que ce congrès devait être financé par cette fondation? Est-ce que cela n'enlève pas en nous notre neutralité journalistique? Bon, je suis très mal placé pour répondre à cette question, étant donné que je suis membre de l'UNPC, président de la commission de formation professionnelle et syndicale de l'Union, et je connais toutes les péripéties, et j'ai été la voix qui a porté pour m'incliner devant la distinguée première dame pour solliciter ses soutiens, cet appui. Et pourquoi l'ai-je fait? On est en 2014, on est élu. D'abord, avant d'être élu, ceux qui battent campagne pour Kasonga Chilunde, c'est Fidèle Moussangu et Gustave Kalenga. Et qui se sont partagés déjà les commissions avant même les élections. Fidèle Moussangu devait prendre la commission de discipline et Kalenga devait prendre la commission de la carte. Et lorsque ça avance, Kalenga est élu normalement, ça ne pose pas de problème. Fidèle Moussangu est battu par Walter Mukendi dans son ticket contre une seule voix de Jackie Moulanga, avec qui Fidèle Moussangu a eu des problèmes. Et du coup, la guerre commence. Commission de discipline, vous vous rappellerez de la situation de Barbara Nzimbi, la SONAS a donné de l'argent beaucoup aux membres de la commission de discipline, ils ont coulé notre consoeur à l'époque d'une manière injuste, vous allez vous en rappeler. Et quand cette affaire commence, on est au début du mandat. Fidèle Moussangu traduit Kasonga Chilunde en justice par devant le tribunal de paix de Kinshasa Ngalima. Et pendant 3 ans, on était dans le conflit. Et Kasonga Chilunde et Jackie Moulanga sont acquittés. Et lorsque ça termine, Kalenga, qui était conseiller au cabinet du ministre, veut rester et président de la commission de la carte et conseiller au ministère dirigé par Thomas Louaka. Et les membres de la commission, parce que ce sont eux qui élisent le bureau du comité, du bureau, qui élisent les membres du bureau de la commission, ils refusent, ils disent, vous ne pouvez pas être en même temps notre président et conseiller au niveau du ministère de l'urbanisme et habitat conduit par Thomas Louaka. Et la guerre encore commence, Kalenga entame une guerre contre Chilunde. Et on est parti jusqu'au tribunal de paix de Kinshasa Gombe. Et là aussi, les faits sont classés sans suite, passe par manque d'épreuves. Et alors, la guerre quitte les milieux de la justice pour descendre sur le terrain. On fabrique une décision de radiation de Kasonga Chilunde. Pendant qu'il était au Maroc, une décision rendue un dimanche, alors que la commission de discipline ne peut pas connaître les faits de gestion. C'est de la responsabilité ou des attributions de la compétence du collège au commissaire. Mais les amis s'en sont pris et on est dans le glissement depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. La télé, c'est le temps. Par rapport à la fondation, moi je parle de la neutralité. Est-ce que là ne nous fera pas perdre notre neutralité journalistique, comme on dit? En 2014, c'est Matata Pogno à titre individuel qui a donné 100 000 $ pour l'organisation du congrès. En quoi Matata Pogno a péché et comment est-ce qu'il a aujourd'hui influencé les médias? Par contre, Moto son tir sur Matata Boukangalonge et ainsi de suite. Madame Denise, ce n'est pas elle qui est venue vers nous
pour appuyer le Congrès. C'est nous qui sommes allés, et je vous dis, c'est la voix de votre frère qui a porté appuyer. Nous l'avons croisé dans un couloir. C'était un hasard. Et je pouvais poser le problème de ma maison, je pouvais poser le problème de ton chantier, je pouvais poser aussi le problème des jeeps. Nous pouvions aussi. Et nous l'aurait peut-être résolu à travers sa fondation. Il n'y a pas un seul péché en cela, en ce que l'article 53 de nos statuts disent les recettes de l'Union, c'est notamment la vente de la carte, les cotisations de membres et les dons et legs des organismes. La fondation de mise Nyakero Tshisekedi, nous l'avons, c'est nous qui avons frappé à la porte et elle a accepté. Pourquoi ai-je posé ce problème? C'est pour quand même qu'on ait la paix, qu'on ait de nouveaux animateurs. Mais le Congrès est repoussé. Le Congrès est repoussé. Le mardi, le président Kasonga Tshilunde va annoncer le nouveau calendrier et je vous assure que le professeur Tamandiak, laissez-moi chuter par là, c'est un monument. On ne peut pas le réduire à Bandundu, ma soeur. Parce que Tamandiak a donné des cours aux étrangers, en Belgique, ici au pays. En tout cas, on ne peut pas le réduire jusqu'à lui faire dire qu'il traite les gens journalistes de Angualima, vous avez dit, qu'ils disent que là-bas c'est Loulou et frère. On ne peut pas le réduire dans les propos de citation à la haine tribale. Tamandiak est un patrimoine qui doit être protégé, et par les anciens et par le nouveau. Et on ne peut pas lui donner un camp, il ne peut pas s'afficher dans un camp, il ne peut pas être manipulé. C'est là où je dis que le professeur Malembe, il avait accepté de venir dans mon petit bureau, à Victoire, vous êtes déjà venu, à Victoire pour présider à la réconciliation entre Kasonga Tshilunde et Kamere. Mais Kamere se laisse manipuler, intoxiquer d'une manière générale par Kalenga qui n'a aucun intérêt, parce que le problème, c'est que les amis, moi mon problème, c'est qu'on laisse la profession à ceux qui l'exercent aujourd'hui. Merci. Pas des gens qui ne sont plus. Et puis, oui. Par rapport à ménopause là, ce n'est pas au regard de l'âge. Il y a des jeunes journalistes de 10 ans, de 5 ans qui sont ménopausés, qui ne produisent pas. C'est par rapport à la fécondité. Vous êtes femme, vous comprenez? Parfois, j'appelle fécondité. On en parlera tout au long de l'émission. Nous allons aller à l'Assemblée nationale, au Parlement, mesdames et messieurs. C'était la rentrée parlementaire. Et vous savez ce qui a fait le buzz, en fait, c'est la venue de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. D'ailleurs, comme j'ai un fait limier avec moi, on va essayer de savoir pourquoi Joseph Kabila a choisi ce moment précis pour faire sa rentrée politique et en même temps sa rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale. Et évidemment, non, au Sénat, pardon, merci. Et évidemment, les 13 personnalités ont déposé enfin leur projet de proposition de loi par rapport à la loi électorale. Plus de détails, s'il vous plaît. 10 députés, membres de 12 personnalités, ont déposé au bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 06/006 du 9 mars 2010, telle que modifiée par la loi numéro 11 du 25 juin 2011, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. À travers ces documents, Délice Sanga, élu de Luisa, Henri Thomas Lokondo, élu de Mbandaka, Claudel Lubaya, député national de Kananga, Lutundula Apala, député du territoire de Katakokombe, Makengo Charles, élu de Kinshasa, Jean-Jacques Mamba de Kinshasa, Jean-Marc Mambidi, élu de Watsa, Juvenal Monobo de Walikale, Patrick Mouyaya de Kinshasa et Jacques Njoli, élu de Boende, disent avoir constaté que les dernières élections ont donné lieu à de nombreuses critiques de la part de toutes les parties prenantes, relevant des griefs relatifs à certains faits, notamment le manque de compilation et de la traçabilité des résultats, le déficit de transparence des opérations de vote, la confusion sur le vote électronique, la corruption des électeurs et les dysfonctionnements de la CENI. Dans ces projets de loi, ces 10 députés apportent des innovations en ce qui concerne la transparence des opérations de vote, au mode de scrutin et à la certification des résultats. Il s'agit entre autres de la suppression de seuil électoral et son remplacement par une condition de recevabilité des listes au prorata de 60% des sièges en compétition, l'abandon de la proportionnelle et l'adoption du scrutin majoritaire simple, l'organisation de l'élection de gouverneurs au second degré au sein de l'Assemblée provinciale, interdiction d'avoir dans une province plus d'un sénateur issu d'un même territoire, d'une même ville et de plus de 2 dans un groupe de communes pour la ville de Kinshasa.
Ces élus nationaux proposent également l'interdiction de distribuer de l'argent de biens ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage, ainsi que la sollicitation ou l'acceptation d'un don pendant la campagne électorale. Il s'y est de noter que ce projet de loi comporte 3 articles. L'article 1er modifie 45 articles du texte en vigueur, tandis que l'article 2e insère 10 nouvelles dispositions. Pour rappel, ces députés déposent cette proposition de loi après avoir consulté toutes les parties prenantes au processus électoral, sauf les Fronts communs pour le Congo et le CACH. Partout où ils sont passés, ils ont reçu l'adhésion de leurs hôtes. Cette session budgétaire intervient après plus d'un mois des vacances parlementaires. Les élus du peuple sont appelés à prendre part à l'ouverture de cette session de septembre, prévue pour ce mardi. Une deuxième session ordinaire qui s'ouvre dans un contexte marqué essentiellement par des questions sensibles au pays. Il s'agit de la question sur les réformes électorales qui ont fait couler encre et salive pendant la période des vacances des députés, la reprise des débats sur les 3 propositions de loi Minakou Sakata, tous députés de la famille politique de l'ancien président de la République Joseph Kabila. Ajoutez à cela la problématique autour de la présidence de la Commission électorale nationale indépendante. Malonda ou non à la tête de la centrale électorale, l'opinion sera bientôt fixée sur cette question. La question sur la mise en accusation de Félix Tshisekedi suite aux ordonnances présidentielles du 17 juillet 2020 portant nomination de hauts magistrats pourrait également se retrouver sur la table des députés nationaux, sans oublier la proposition du FCC sur le suffrage universel indirect pour la présidentielle de 2023. À noter que certains observateurs craignent que ces questions puissent gâcher l'objet de cette session budgétaire. Joël Gadé-Ndanga, vous êtes éditeur d'un grand journal, Impact News. Donc, je sais que vous fouillez, vous connaissez un peu l'actualité. Donc, vous avez vu cette semaine l'arrivée de Joseph Kabila. Je sais que vous lisez les événements entre les lignes. Pourquoi Joseph Kabila a choisi cette rentrée parlementaire pour faire sa propre rentrée politique? Vous avez constaté que depuis mars, la vie politique en République démocratique du Congo était un peu agitée. Ajouté à cela le Covid-19, le coup d'État constitutionnel manqué en mars 2020 et les changements au sommet de la magistrature, tout comme au niveau de l'armée, et tout ceci, ça a bouleversé. Il y a eu la rencontre Malonda, loi Minakou Sakata, ça a été en tout cas une période très agitée. Et c'est pendant ce moment que Joseph Kabila Kabange décide de venir au Sénat. Et quand il arrive, il est accueilli par les chefs de corps, et du coup, on lui fait porter l'écharpe des sénateurs. Joseph Kabila, nous le savons, comme Mende l'avait dit, c'est un taiseux, c'est un taciturne. Et pour décrypter ces messages, c'est à travers ses faits et gestes. Qu'est-ce que Joseph Kabila pose comme question à celui qui lui fait porter cette écharpe? Il dit, pourquoi vous n'avez pas ajouté avis? Et il se laisse filmer, accompagnant, déroulant cela d'un sourire pratiquement ironique. C'est un message assez faucon. Laissez-moi sénateur à vie. Parce que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Écoutez l'incise, une seule fois renouvelable. Une seule. Donc si c'était renouvelable, on n'aurait pas ajouté... Mais une seule. Une seule. Donc ça pouvait être après 10 ans, 20 ans. Donc le sort de Joseph Kabila est déjà scellé par une seule, l'incise une seule fois. Mais les membres du FCC ne sont pas d'accord. Ils disent qu'ils peuvent revenir. Il y en a même qui le disent aujourd'hui ouvertement qu'en 2023, il peut revenir. Et lui-même, d'ailleurs, j'ai suivi une vidéo. Il parlait en anglais, l'ancien chef de l'État. Il sourit et il dit, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Donc, est-ce que la loi congolaise, comme vous l'avez dit, le dit explicitement qu'il ne peut plus? Est-ce que c'est vraiment dit explicitement? Ou c'est notre propre compréhension pour dire que... Il n'y a pas de compréhension. Nous avons étudié le français. Le français, quand on dit une seule fois, ça veut dire renouvelable une seule fois. Cette incise-là vient sceller son sort. En URSS, c'est la même chose. Parce non, que Vladimir non, fait la même chose. Non, il ne faut pas faire très attention. Quelle est la différence entre nous et la Russie, par exemple? La Russie, ici, chez nous, dans notre constitution, il y a une seule fois. Ok, renouvelable une pas seule du fois. tout. Il n'y a pas 2, 3, 4, 5. Une seule fois renouvelable. Donc les constituants pouvaient laisser renouvelable, irrénouvelable. Donc est élu au suffrage universel, l'article 70, est élu au suffrage universel direct,
pour un mandat de 5 ans renouvelable. Mais quand on ajoute une seule fois, c'est que c'est scellé. Et Joseph Kabila l'a compris. Vous allez vous rappeler, parce que vous parlez de Tintamar, du FCC ou du PPRD ou de la majorité présidentielle. Vous allez vous rappeler du principe de l'immutabilité développé par Cyrus Mirindi. Vous vous rappelez? Celui qui nous avait été présenté comme chercheur en droit constitutionnel, et il est parti où? Je ne l'ai jamais vu. Et ce principe de l'immutabilité du mandat de Joseph Kabila au regard de la révision de 2011 disait, selon ses auteurs, professeur Nyabirungu et Cyril Mirindi, nous disait que Joseph Kabila pouvait se représenter encore une fois de plus, étant donné que le mandat, le système électoral du président de la République avait été retouché par la révision de chef de 2011. Mais est-ce qu'il a accepté de passer? Et il a réglé les comptes, vous allez voir. Il a réglé les comptes à tous ceux qui ne se sont pas plus de leur tabouret pour envier son fauteuil. Vidal Kamere en 2006, qui croyait vraiment que comme c'est le parti présidentiel, qui est directeur de campagne, je serai Premier ministre et au bout de 2 mandats, je serai président, on lui a réglé les comptes en 2009. Il a été déchu de son perchoir. 2. Katumba Mwanke qui croyait qu'après le chef c'est lui. Vous savez dans quelles circonstances et conditions son avion avait craché, laissant tous les autres occupants de cet avion la bénéficier 2 semaines après de très hautes charges dans notre pays jusqu'à être Premier ministre alors qu'ils étaient donnés pour avoir été traumatisés, avoir le traumatisme crânien. Donc vous allez vous rappeler. 3. Adolphe Mouzito qui croyait qu'après le PPRD, maintenant c'est le mandat du Palou et je devrais être les dauphins du patriarche Gizenga. Vous avez vu de quelle manière il a été remercié. 4. Minaku et Mapon, Matata. Ils se sont livrés la guerre jusqu'à monter sur la colline inspirée pour se tirer à travers les thèses. Ils ont été remerciés de la manière la plus belle. Et enfin, Bahati Lukwebo. Vous avez vu? Donc, quiconque a envié, et on donne le fauteuil à qui? À quelqu'un qui n'en avait pas envie. Joël Kadé, cession de tous les enjeux, parce qu'on voit déjà, on projette. On parle déjà de la révision de la loi électorale, on propose le scrutin pour la présidentielle suffrage universel indirect, on parle de la mise en accusation du chef de l'État, on parle de Ronsard Malonda qui peut revenir, la loi Minaku Sakata, la proposition de loi Minaku Sakata, tout ça pourrait être débattu lors de cette session ordinaire. Session de tous les enjeux, Joël Kadé? En effet, oui, mais il faut relever que le FCC a une sorte de manière de communiquer. Lorsque le FCC vous emballe dans une sorte de diversion, c'est qu'il prépare autre chose. Parce que le sort du chef de l'État, ou la mise en accusation du chef de l'État, elle est déclenchée par qui? C'est une question qui vient en amont au regard de l'article 166 de notre Constitution. Donc, la décision de la mise en accusation est prise par le procureur général près la Cour constitutionnelle. Donc si vous avez les dénonciations, les accusations, vous déposez votre plainte par devant le parquet général près la Cour constitutionnelle. Et c'est en ce moment-là, après avoir mené son enquête, qu'il trouve qu'il y a lieu de poursuivre le chef de l'État, qu'il faudrait aller au Parlement solliciter la levée de ses immunités pour qu'il soit mis en accusation. Et même quand il est condamné, c'est la même Cour constitutionnelle qui destitue le chef de l'État et non le Parlement. Mais là aussi, est-ce que le chef de l'État a violé intentionnellement la Constitution? C'est la question à laquelle il faut répondre. Les décisions sont venues du Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que le chef de l'État devrait s'y opposer? Non, parce que la justice est indépendante et c'est indépendante vis-à-vis du pouvoir législatif, vis-à-vis du pouvoir judiciaire. Joël Kadé, les 13 personnalités, raison, vous leur donnez raison. Et quel est votre avis par rapport à leur proposition de loi? Il y en a beaucoup, ils disent qu'il faut une traçabilité, il faut une compilation vraiment claire, il faut, on élimine le seuil électoral, il y a beaucoup de propositions, voilà. Pour vous, ils ont tout à fait raison, ces 13 personnalités, de vouloir modifier cette loi électorale? En effet, ils ont raison. Parce que regardez le système électoral tel que mis en place. C'est un système électoral qui nous met en place des dynasties familiales. Je vous donne juste un cas qui est patent. Bon, vous allez chez Boussa, vous allez chez Makila, chez les autres, ceux de l'opposition, c'est presque la même chose. Ngoïka Sanji est élu député national, député provincial. Qui est son premier suppléant? C'est sa fille, qui l'a traité de malade, qui a insulté madame la première dame. Et il reste à l'Assemblée nationale. Il postule au sénatorial. Il passe.
Qui est son remplaçant là-bas ou son suppléant qui continue son mandat? C'est son épouse. Et vous voyez maintenant une telle famille, elle est pratiquement régnante en Bujimaï. Et c'est la même chose lorsque vous allez constater avec les amis comme Boussa, ce sont des intelligences, hein, mais ce sont leurs enfants qui les ont. Mon ami Kimbuta, celui qui l'a remplacé au niveau de l'Assemblée nationale pour rester sénateur, c'est son fils. Donc vous comprenez, avec un tel système, il faut le changer. Et avec les dons, les corruptions, il faut arrêter avec ça. Avec le seuil, parce que le seuil peut créer un conflit. Regardez quelqu'un comme Kimbo Akumanza, qui peut avoir beaucoup de voix, et parce que son parti ou son regroupement politique n'a pas atteint le seuil, il est recalé. Et si c'est Kimbo Akumanza demande à la population de se soulever, voyez un peu les conséquences. C'est ainsi que nous sommes vraiment d'accord. Mais en face du FCC, qui jure que par leur propre positionnement de 300 personnes, ça sera très difficile. Ça sera difficile, c'est ainsi que c'est là où je rejoins, parce que vous l'avez dit, le message du clergé catholique, lorsqu'il a levé le ton pour demander aux députés et sénateurs du FCC de privilégier l'intérêt du plus grand nombre. Nous espérons que Janine Mabunda mettra vraiment cette proposition de loi sur sa table. Nous allons continuer la télé, c'est le temps. Vous écrivez, vous avez de l'espace, nous n'avons pas le temps avec nous. Nous allons aller à la présidence de la République. Vous le savez, le sommet de Goma, le mini-sommet de Goma a été en tout cas annoncé avec pompe, mais c'est comme un pétard mouillé. On a dit que ce sera fait en visioconférence, nous attendons. Et évidemment, le Parlement européen, en tout cas, a soutenu et demande une enquête pour les menaces contre le docteur Mukwege. Nous allons en parler tout à l'heure. Les menaces de mort auxquelles font face le docteur Denis Mukwege et sa famille préoccupent au plus haut point le Parlement européen. Dans une résolution adoptée jeudi 17 septembre sur la situation du prix Nobel de la paix et la RDC en général, les députés européens ont demandé au gouvernement congolais de diligenter une enquête afin de faire la lumière sur cette affaire. Le Parlement européen a également félicité le réparateur de femmes pour son engagement dans la lutte contre les violences sexuelles. Les élus européens ont salué également la décision prise par les Nations Unies sur la protection de Denis Mukwege par la MONUSCO. Pour rappel, le docteur Denis Mukwege fait l'objet des intimidations à cause de son plaidoyer en faveur de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il a aussi proposé la création d'un tribunal en vue de juger les graves crimes commis dans le pays contre la population civile depuis le déclenchement de la guerre de l'AFDEL en 1996. Initialement prévu pour le 13 septembre dernier, puis le 20 septembre prochain, le mini-sommet de Goma a été reporté sine die. Ces mini-sommets devant réunir les 5 chefs d'État de la région de Grand Lac africain a pour but ultime de discuter et trouver des voies et moyens de rétablir la paix dans la région. D'après le communiqué officiel signé par la ministre des Affaires étrangères, Marine Toumba-Nzenza, ce mini-sommet se tiendra par visioconférence à une date ultérieure. Les contraintes dues à la COVID-19 serait la principale cause du dit report. Ce mini-sommet était prévu pour favoriser notamment une réponse commune aux problèmes d'insécurité dans l'Est de la RDC. Dans les 10 communiqués, la ministre des Affaires étrangères a saisi cette opportunité pour remercier les républiques sœurs d'Angola, du Burundi, du Rwanda et de l'Ouganda pour leur collaboration dans les travaux préparatoires d'études des faisabilités du dit mini-sommet. En outre, le ministère des Affaires étrangères dit renouveler à ses partenaires régionaux et internationaux les assurances de sa haute considération. Pour sa part, le Parlement européen a, dans une résolution adoptée ce jeudi, déploré le report de ces mini-sommets. Il espère vivement que ce mini-sommet pourra être reprogrammé afin de conduire à un apaisement des tensions entre pays limitrophes. Dans le même document, le Parlement européen demande aussi une coopération transfrontalière dans la région de Grand Lac africain et la mise en place d'une stratégie régionale par le pays voisin. Finalité, lutter contre les violences et les violations des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Joël Cadet, le sommet de Goma, les panneaux, on l'a vu dans cette ville,
côtière aussi. Je dis côtière, il y a le lac Kivu, très belle ville. On a vu les panneaux, l'annonce a été faite. On était sûr que ce sommet allait se tenir à la date prévue. Et bizarrement, le ministre des Affaires étrangères nous sort un communiqué que non, pas possible, et ça sera fait en visioconférence. Journaliste de renom, vous avez fait les relations internationales. Je vous prends dans ce cadre-là. Comment notre pays peut-il, comment dire, publier déjà, je peux dire même les bancs, permettez l'expression, que ce sera possible. C'est comme un mariage, les bons sont publiés, et à la dernière minute, on vous dit que non, le marié ne peut pas épouser la mariée, il y a un problème, il y a un couac. En relation internationale, ce n'est pas une faiblesse diplomatique, une faute diplomatique? Bon, aurais-je parlé de l'amateurisme possible, possible dans la mesure où j'ai comme l'impression que la chef de la diplomatie congolaise n'a pas... Comment elle n'a pas pu venir cela arriver? Je me pose la question. Parce qu'aujourd'hui, la configuration de la région de Grand Lac est en train de connaître une mutation. D'abord, au départ, nous avions Mobutu qui régnait sur toute la région. Et après Mobutu, on a laissé un peu la gestion de la région entre les mains de deux individus, Kagame et Museveni. Et peu avant que Tshisekedi n'entre au pouvoir, Kagame et Museveni, ils étaient à couteau tiré. Et ils avaient presque comme adjoint le feu Nkurunziza qui venait de mourir. Et donc, mais les États-Unis ou les Anglo-Saxons qui avaient remis la gestion de la région à ces trois personnalités ont compris qu'il y a un couac et qu'il faut qu'on remette la République démocratique du Congo dans sa dimension géostratégique parce qu'elle a 9 frontières. Avec la République démocratique du Congo, ils ont au moins 9 IE qui peuvent leur permettre d'avoir l'accès sur toute l'Afrique. Mais là, il se pose un problème. Vous avez un Kagame et un Museveni qui se regardent en chaîne de faïence. Comment pouvez-vous organiser cette... C'est ça la question. Eux ne le savaient pas. C'est là où je parle. Là, je suis scientifique. C'est là où je parle d'une sorte d'amateurisme parce que en relation, il faut savoir anticiper, il faut savoir faire la lecture. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, Kagame et le nouveau président ne s'entendent pas. Donc, celui-ci a les réfugiés ou les exilés chez lui, Kagame a les exilés burundais qui attendent au régime de Bujumbura aujourd'hui là. Et comment voulez-vous réunir ces gens avant de les avoir contactés individuellement pour leur faire comprendre? Troisième élément, c'est la symbolique Goma. Goma fait peur et à Kagame et à Museveni. Pourquoi ça fait peur? Tous les massacres commis, quand vous avez vu l'ambassadeur rwandais minimiser cela, et j'étais contre, et je serai toujours contre cela. Vous allez voir aujourd'hui que la communauté par laquelle tous les malheurs nous sont venus est en train de s'organiser dans une sorte de mutualité. Déjà, et ils fournissent, c'est Isoko, cette communauté. Ils fournissent un effort pour parler les langues congolaises. Partout où ils sont dans l'internet. Mais pendant ce temps, écoutez un peu maintenant les contrastes avec les Congolais. Pendant ce temps, moi je vous regarde Moutouaba Ndoundou. Pendant ce temps, je me vois Katangé, je me vois Moulouba. Et on est distrait sur de petites questions. Pendant que l'ennemi est en train de se réorganiser. Et donc, la symbolique Goma, en tout cas, le ministre des Affaires étrangères ne pouvait pas permettre que ce sommet ait lieu là-bas. Si c'était à Kinshasa, ça aurait pu avoir lieu, parce que c'est une terre qui semble neutre. Mais là-bas, Kagame et Museveni, ils ne peuvent pas arriver à Goma et avoir leur conscience tranquille. Et même la population, et même la population s'était déjà organisée pour manifester contre Kagame et contre Museveni. Et donc, tous ces paramètres devraient être mis en branle pour annoncer, pour débourser de l'argent du trésor public en vue d'organiser ces sommets, en vue de publier, avant de publier les bancs, il avait fallu que l'on puisse réfléchir à froid. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les gens pensent, oh non, on soutient, tu sais que pour tel ou tel autre. Non, quand ça ne va pas, on dit ça ne va pas. Comme maintenant pour ce sommet ici. Et tous les fonds qui ont été décaissés, qui va le remettre. Mais le président prépare encore un autre voyage pour Goma. J'ai vu les images, les membres de l'UNC sont en train de préparer la venue du président à Goma. Il sera à Goma, non?
Oui. Incessamment, il se rendra à Goma. Bon, en fait, le président est attendu à Goma, le président est attendu à Kananga, le président est attendu à Iwango. Il est attendu. Donc il faudrait qu'il aille dans tous ces endroits-là, comme le Covid a été pratiquement déclaré fini avec l'entrée du sénateur à vie au Sénat. Vous l'avez vu, il n'avait pas son cache-nez, donc il a dit qu'il n'y a plus de corona ici. Je pense qu'il est attendu là-bas, il doit y aller. Mais Goma, d'ailleurs, moi, le plaidoyer que je mène désormais, c'est qu'on puisse ériger le mémorial des martyrs depuis l'AFDEL jusqu'aux guerres du RCD, jusqu'aux guerres de CNDP, M23 et consorts. Qu'on érige ce monument-là à Goma pour que toutes les fois nous allions nous incliner. Autant que je voudrais... Et que d'autres présidents viennent s'incliner comme le président l'a fait au Rwanda. Absolument. Nous allons parler maintenant de Mukwege. Est-ce que la communauté internationale protège le prix Nobel de la paix ou il protège le docteur Mukwege? Non, il y a un problème. La communauté internationale a accompagné les 3 agresseurs. Ils ont massacré, ils ont tué, ils ont violé. Il y a eu une voix au niveau international qui a crié qu'on viole, mais vous êtes restés en silence. Et cette voix a été récompensée. C'est un message, c'est une symbolique pour dire, messieurs les massacreurs, messieurs les génocidaires, ça va vous rattraper. Et vous sentez qu'aujourd'hui, l'Union européenne propose au Conseil de sécurité d'instaurer le tribunal pénal international pour le Congo. Donc ne pensez pas que ces gens... leur constat serait... La guerre a été commencée avec Tony Blair, qui ont été les parrains de Kagame, et George, comment il s'appelle, Bill Clinton. Ce sont les parrains de l'agression de la RDC. Mais aujourd'hui, la configuration internationale, elle est en train de muter vers une multipolarité, excusez-moi. Donc, nous devenons dans un système multipolaire où la décision ne vient pas nécessairement des États-Unis. Alors il faudrait que la politique étrangère des États-Unis s'adapte au regard de réalité de la géopolitique de la région, étant donné que les élans vers la balkanisation de la République du Congo ont échoué. Donc il faudrait qu'on reconfigure tout. Mais le président, notre président sera le prochain président de l'Union africaine, si je ne me trompe pas. Exactement. Est-ce que cela peut jouer sur la géostratégie, le poids géostratégique de la République démocratique du Congo? Est-ce que la République démocratique du Congo brillera encore comme à l'époque? Je sais qu'à un moment c'était l'âge d'or, vers les années 70, on craignait quand on voyait Zaïre, Mobutu, tout le monde avait peur. Est-ce que cette peur-là, on peut le regagner par rapport à nos voisins, à nos adversaires? Est-ce que les gens ont encore peur de la RDC aujourd'hui? Peu à peu, on est en train de tendre vers là, ma très chère soeur. Et l'année 2021, c'est une année mystique pour la République démocratique du Congo. C'est l'année où Simon Kimbangu avait annoncé que l'homme blanc sera noir et l'homme noir sera blanc. Et d'ailleurs, c'est pour cela que je souhaite, et cette année correspond avec la présidence africaine de la RDC. Donc c'est la RDC qui sera présidente. Le centenaire de Simon Kimbangu correspond pratiquement à la présidence africaine de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, pour cela, je souhaite que Kimbangu soit élevé au rang des héros national et qu'on lui construise un monument au niveau de la gare centrale pour vraiment imposer Dieu dans notre pays. Et donc, je suis sûr convaincu, au regard des aspects d'ordre métaphysique, des relations internationales, que la République démocratique du Congo va reprendre sa place au Conseil des Nations. C'est là où vous voyez les forces mystiques en train de se battre pour que Félix-Antoine Tshisekedi soit tué au mois de janvier, ou le mois où nous perdons des très hautes personnalités dans notre pays. Mais alors, il faudrait qu'il dépasse le mois de janvier, notamment le 25 janvier, lorsqu'il aura atteint les 2 ans consacrés dans l'accord mystique de Genève, où ils ont signé comme des occultistes, eux-mêmes l'avaient témoigné. Donc dès qu'il dépasse cette date-là, la République démocratique du Congo reprendra ses poils de la bête. Et ça, je vous assure, comme nous avons toujours été ici, c'est ainsi qu'il faudrait, toutes les forces mystiques se sont coalisées
pour obtenir sa tête avant le 25 janvier. Nous allons parler d'ailleurs des conseils de ministres. Le dernier conseil de ministres, c'est maintenant vraiment une habitude ancrée dans la population. Chaque vendredi, c'est le conseil de ministres. Nous allons en avoir le compte rendu et évidemment, nous allons parler de la déclaration de la SENCO par rapport au FCC, aux propos du FCC. Ce vendredi 18 septembre 2020 s'est tenue par vidéoconférence la 49e réunion du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour relatif comportait les points suivants. 1. Communication de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le chef de l'État a informé les membres du Conseil des recommandations formulées par la directrice générale du Fonds monétaire international sur les actions immédiates que la RDC doit mettre en œuvre pour accéder aux facilités de crédit du Fonds monétaire international. Il s'agit de la gouvernance de la Banque centrale du Congo, la transparence dans les secteurs miniers, la présentation d'un budget réaliste. À ce sujet, le Conseil des ministres, à l'initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République, a chargé le Premier ministre de s'assurer que les initiatives prises par les institutions et les ministères sectoriels concernés concourent à la réalisation de l'objectif susvisé. Au lendemain de la rentrée parlementaire de septembre 2020, le secrétariat général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, se fait le devoir de rappeler aux honorables députés et sénateurs de la République démocratique du Congo quelques recommandations utiles leur faites par les archevêques et évêques membres de la SENCO et qui sont encore d'actualité, à savoir adopter avec vigilance des lois justes qui garantissent la tenue des élections et assurer le contrôle de l'exécution du budget concernant les élections. Relayer effectivement les aspirations profondes du peuple au changement et ne pas voter des lois qui ne rencontrent pas le bien du peuple congolais. Dans cette perspective, la révision de la loi électorale en vue de la dépolitisation de la CENI s'avère plus que nécessaire. Veillez à ce que la majorité au Parlement n'abuse pas de sa supériorité numérique pour faire voter des lois peu favorables au progrès de la démocratie dans notre pays. Une majorité parlementaire, si légale soit-elle, perd sa légitimité quand elle est déconnectée des intérêts et du bien-être du peuple. Contrôler sans complaisance les membres du gouvernement et les mandataires d'État et ne pas chercher à modifier et à tailler sur mesure des individus ou des partis politiques les dispositions de la Constitution, particulièrement celles relatives au mode de scrutin. Joël Cadet, je vous prends maintenant dans l'angle d'homme de Dieu. Aujourd'hui, l'Église en République démocratique du Congo, beaucoup de chrétiens, beaucoup de Kinois, des Congolais, sont ébranlés dans leur foi chrétienne. Que nous ne le voulions pas, le Christ prêchait par l'exemple. Mais aujourd'hui, quand on voit le comportement de certains hommes de Dieu, eh bien on se pose la question si Dieu est encore en République démocratique du Congo ou si Dieu est encore dans nos églises. En tant qu'homme de Dieu, si on vous demandait de choisir entre tel camp et tel camp, entre le camp de Dodo Kamba et le camp de... Comment il s'appelle l'autre? Sonika Futa. En tant qu'homme de Dieu, qu'est-ce que vous direz à cette population qui vous suit? Qui a raison, qui a tort dans ce dossier? Non, je crois que le tout vient de la politisation. Bon, je n'aime pas parler des hommes de Dieu, et chacun a son engagement secret. Donc la politique manipule les hommes de Dieu. C'est grave ça. Depuis que l'on a commencé, vous avez entendu les dénonciations du pasteur Denis Lessi,
Donc ils ont été habitués à prendre des 100 000 $ chez Kabila, de bouffer, ainsi de suite. Donc il n'y avait plus Dieu. D'ailleurs, une petite information, je vous interromps un tout petit peu. 7 sur 7, merci à toi Israël Muntala, a publié que selon Soni Kafuta, Kabila serait président en 2023. Il a vu dans son écran prophétique. Je vous lance un scoop. Donc, continuons. Donc, non seulement qu'il y a politisation, mais il y a eu le tribalisme qui entre Encore. Parce que là, vous sentez un Soni Kafuta qui se rapprocherait de Kabila au regard de son appartenance tribale. Soni Kafuta est de quelle tribu? Il est Chokwe. Chokwe, c'est Kassai, non? Non, Bandundu et Katanga. Et Katanga, ok. Oui. Et donc, et vous voyez, en plus de cela, quand on rapproche Kamba de Félix Tshisekedi... Il est Moulouba? Donc, oh non, c'est pas ça, ne me dites pas que c'est ça. C'est sale, c'est vraiment sale. Je crois qu'il faut que ces hommes de Dieu acceptent la pauvreté. Le Seigneur nous a appelés et il pourvoit tous nos besoins. En tout cas, tous nos besoins. Vous savez, contrairement à ce que certains disent de journalistes, vous et moi, on n'a jamais eu quelqu'un, un politicien, qui a pris en charge mon loyer, par exemple, qui a pris en charge mes enfants à l'école, par exemple. Mais à tout moment, le Seigneur arrive à pourvoir à nos besoins. Et c'est pour autant qu'on a été corrompu. Je crois qu'il faudrait qu'on laisse l'Église loin des aspects politiques. Même la Senko, hein? Même l'Église catholique aussi. Non, mais écoute, tout le monde, hein? Mais l'abbé Malou Malou avait divisé l'Église catholique. Exactement. Vous avez vu l'évêque je crois, du diocèse de l'abbé Malou Malou au Nord Kivu, c'est de désolidariser de son cardinal et Tchaou ici. Et il y a eu une discussion telle que l'abbé, le cardinal ne gère pas toute la République et c'est l'évêque qui est le chef de sa paroisse, qui est le berger de son église. Donc, abbé Malou Malou, autant qu'il avait divisé l'église catholique, aujourd'hui c'est Malonda, mais c'est là en tant qu'homme de Dieu parce que vous l'avez dit. La Bible déclare malheur. Donc, il est impossible que le scandale n'arrive. Mais malheur par qui le scandale arrive. Nous avons vu de quelle manière Dieu a puni son serviteur Abbé Apollinaire Malou Malou. Parce que la grande punition que Dieu donne à quelqu'un, c'est quand on te ravit la voix. On vous laisse la conscience. Vous savez voir Apollinette qui montre que je lui avais fait du mal. Vous savez l'entendre. Mais vous n'avez pas la parole pour lui demander pardon. Et ça ronge votre cœur. Je crois que c'est un message à Ronsard Malonda qui ne doit pas diviser les hommes de Dieu, qui ne doit pas être une pierre d'achoppement pour les chrétiens aujourd'hui. Et je crois que c'est à cause de lui que tout ceci arrive. Mais malheur par qui le scandale arrive. Vraiment. Et nous allons parler maintenant du compte rendu du Conseil de ministres, hein, quelques éléments que le chef de l'État, quelques éléments d'information. Par exemple, pour le FMI, la FMI nous demande encore, comment dire, de nous améliorer, disons ça comme ça. Jusque 2 ans presque que le chef de l'État est là, est-ce que la situation n'est toujours pas améliorée par rapport aux recommandations du FMI? Joël Kadedanga? Bon, vous savez, Mobutu avait dit après moi c'est le déluge, et il le savait. La pièce maîtresse que les colonisateurs avaient utilisée, c'était le tribalisme. Et après Mobutu, vous avez vu comment le tribalisme a pris de l'ampleur jusqu'aujourd'hui avec la territoriale des autochtones. Et Mobutu savait. Et Kabila lui a promis, ou soit on révise la Constitution, ou soit c'est l'inanition de la nation. Et l'inanition de la nation est partie d'où? Avec ce découpage. Parce que tous les fonds, toutes les recettes que nous recevons aujourd'hui, que nous avons, va où? Dans l'appui aux institutions. Regardez, c'est payer les institutions. Vous avez plus de 600 parlementaires, vous avez plus de 70, près de 70 ministres, vous avez les membres du cabinet, du gouvernement. La présidence aussi, ne l'oubliez pas. Le cabinet est vraiment... C'est partout, hein, du sommet à... Alors, descendons en province, vous avez d'un côté un gouvernement provincial et de l'autre côté, vous avez les conseillers des ministres. Donc, au moins 10. Et donc, tout cet argent va dans la paix des institutions, dans les frais de fonctionnement. Comment est-ce qu'on va se mettre? C'est là où j'invite le président. Qu'on prenne des réformes. C'est là où je rejoins Martin Fayoul lorsqu'il parle des réformes. Mais il ne faudrait pas que ces réformes puissent être bénéfiques pour un seul individu. Donc il faudrait qu'on puisse réformer. Réformer veut dire que les dépassements. C'est vrai que les dépassements, mais chaque semaine, même chaque mois, merci à toi, Actualité.cd, Stani Boujakera, Pascal Moulego, je lis chaque jour, chaque mois, la présidence a autant dépensé, il y a tel dépassement. L'Assemblée nationale, Janine Mabunda était dans l'incapacité, nous avons suivi chez notre excellent confrère Christian Losakweno, incapable de dire combien touche un député. Tout ça, est-ce que l'argent
est un sujet tabou chez nous. Pas un sujet, mais lorsque vous êtes géré par des gens... Est-ce que c'est un sujet tabou, l'argent? En France, on connaît combien est payé un député français. C'est écrit noir sur blanc, on l'a publié. Combien coûte un député français? Pourquoi chez nous c'est un tabou de dire combien gagne le président de la République, combien gagnent les députés, combien gagnent les généraux? Pourquoi ça doit être un tabou? Mais vous savez, lorsque vous entrez, vous êtes à côté dans la Kabylie, quand vous entrez au PPD ou dans la gestion, c'est comme il y a une sorte, on vous enlève les cœurs humains pour vous le remplacer par un cœur d'un démon ou des cœurs en pierre. Comment ça se passe? Madame Abunda, c'est une grosse intelligence de mon pays. Elle parle un français fignolé. En tout cas, c'est la fierté congolaise. Mais regarde du seul fait qu'il soit mis dans une gestion à la kabylique, elle sait que ça provoque. Elle oublie même les textes qui régissent l'Assemblée nationale en ce qui concerne les assistants parlementaires qu'elle a réduit, excusez-moi, au secrétaire personnel des heures et des jours de travail des députés nationaux. Or, l'assistant parlementaire, c'est une profession de par le monde. Et au regard de l'article 108, on dit qu'ils font partie du personnel politique. Mais Janine Mabunda lui dit que ce sont des secrétaires particuliers. Donc lui-même n'a jamais lu le règlement intérieur. En plus, on est géré par des gens qui veulent l'opacité dans la gestion. C'est ce qu'elle a pris 5 minutes pour répondre à la question de notre confrère Thierry Kambundi, que je salue en passant. Donc, elle a pris 5 minutes pour éluder la question. Et pourtant, ce n'est pas une question taboue. Nous devions connaître. C'est nous qui avons élu le président de la République. Exactement. Il touche combien? C'est notre argent. C'est nous qui contribuons. C'est l'argent du chèque de la maman maraîchère. C'est l'argent de celui qui vend la cigarette sur la route. C'est l'argent de vous et moi qui payons les impôts et les taxes. C'est notre argent. Comment est-ce que nos employés ne peuvent pas dire à nous, leurs employeurs, combien nous leur payons? Et donc, cette opacité, ces détournements établis, et le vrai problème, c'est que Mme Abunda est tenue loin de la gestion de frais de fonctionnement qui serait une affaire, une vache laitière bien passée. C'est une mafia, c'est une mafia. Non, c'est une mafia. Au niveau de l'Assemblée nationale, c'est une mafia organisée pour détourner l'argent du trésor public. Donc vous verrez même elle-même peut-être qu'elle ne gère pas les frais de fonctionnement. Et la présidence, comme j'ai un fait lumière avec moi, on nous dit qu'il y a dédoublement des institutions à la présidence de la République. Des institutions qui existaient déjà et on dédouble. Est-ce vrai? Non, vous qui fouinez un peu, est-ce qu'il y a dédoublement des institutions? Non, et c'est là où il y a beaucoup d'argent qui sortent. Il y a toujours des passements à la présidence de la République, des voyages, des frais de mission et tout ça. Est-ce que la présidence, pour donner l'exemple, ne peut pas réduire son train de vie? Non, c'est le sommet, on dit le poisson pourri par la tête. La présidence ne peut pas réduire son train de vie. Non, je ne voudrais pas entrer dans cette campagne d'intox parce qu'au niveau de la présidence... C'est aussi de l'intox. Okay. Oui, c'est plusieurs services. Il n'y a pas que le cabinet du président de la République. Okay. Il y a, vous avez par exemple, le journal officiel fait partie de la présidence, la réserve stratégique fait partie de la présidence, vous avez l'ARPTC, ça fait partie de la présidence. Donc il y a plusieurs services de la présidence de la République, ce n'est pas juste un cabinet parce que quand les gens qui mènent cet intox, c'est dans le but de saluer le président de la République. C'est comme si tout cet argent-là était pour son petit cabinet politique. Non, la présidence de la République, il y a au moins plus de 50 services qui dépendent de la présidence de la République. Ce ne sont pas du tout dédoublés. Hein. Non. Il a trouvé cela où c'est écrit quelque part que la présidence doit avoir tel service. Oui. Est-ce que c'est déjà... Non, elle a trouvé cela, mais là où je n'étais pas peut-être d'accord, c'est l'agence de corruption là. Parce qu'aujourd'hui, c'est question qu'on puisse doter nos magistrats, qu'on améliore les conditions du magistrat. Les conditions sociales, qu'on puisse lui payer un salaire normal et qu'on lui permette d'exercer en toute conscience et dans la crainte de la loi vraiment le droit. Je crois que les magistrats peuvent nous faire revenir beaucoup d'argent de corruption, de fraude et consorts. Grâce aux magistrats, je puis citer leur nom, Kalouila et Bakenga. Aujourd'hui, comment on appelle, les gestions des moutons, ils sont presque finis. Et c'est dans moins de 2 mois. Et pourtant, les travaux avaient été lancés depuis le mois de mars dernier. Mais jusqu'au mois de février, lorsqu'il y a eu la pluie et que ça créait un tollé dans l'opinion, et vous avez vu, on a arrêté le directeur général de la Robank, on a arrêté les DG de l'OVD, de l'Office des routes, on a arrêté Djamal. Les travaux ont connu une vitesse de croisière grâce à nos magistrats. Et pourquoi ajouter un autre service, agence de corruption, anticorruption et engager un étranger au moment où vous avez les magistrats qui peuvent mieux faire ce travail-là si vous les mettiez tous
dans les meilleures conditions. Donc on ne doit pas rester dans les publicités encore sur la route. Non, la corruption, la publicité que je vois dans différents médias, je crois qu'on doit avoir un peu de la hauteur pour donner réellement les moyens aux magistrats, à nos parquets, à nos cours et tribunaux, pour voir la corruption être combattue réellement. Nous allons parler maintenant de ce dossier sensible qu'est le tribalisme. Cela me replonge dans les années 60, Joël Cadet, et nous allons en parler un peu. Et nous allons parler de Logefrem, cette grande compagnie de fret maritime et multimodal. Il y a des Raymond, c'est vrai qu'on avait arrêté son DG, on avait aussi arrêté son directeur financier Dominique Ilunga, qui est sorti d'ailleurs dans Coucou à Gudule Boilia. Et à travers, en tout cas, ce dossier, nous allons mettre vraiment l'accent sur ce tribalisme. Plus de détails. Très choqués de l'arrestation de leur patron, certains agents de l'OGFREM ont dit ne pas comprendre l'arrestation de Passion Saïba. Voilà pourquoi ils ont manifesté pour exprimer leur mécontentement, mais aussi pour apporter du soutien moral à leur DG. Ces travailleurs de l'OGFREM ont appelé à l'arrêt du travail dans tous les bureaux à travers le pays et ils accusent d'autres agents de manipuler la justice pour arrêter innocemment leur chef qui incarne beaucoup d'espoir. En silence, sans faire de bruit, sans déranger quiconque, mais nous allons seulement montrer les deux mots que nous avons sur nos badges. Les deux mots, c'est quoi? Les travailleurs de l'OGFREM disent non à l'arrestation de leur DG. La personne qui a tiré l'OGFREM des cendres et qui a fait qu'aujourd'hui, l'OGFREM soit le miroir de la République. Ça, c'est notre premier mot. Et le deuxième mot, c'est oui à une justice impartiale et non à une justice à double vitesse. C'est bien d'interpeller, oui, mais il faut une justice juste et non une justice dévoyée à la sorte des individus, ont-ils martelé. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a fait part au Conseil des informations suivantes. Premier point, état d'esprit de la population. Il est caractérisé par les faits suivants. Poursuite des préparatifs du mini-sommet de 5 chefs d'État de la sous-région reporté, prévu à Goma à l'initiative du chef de l'État. Ouverture des travaux de la réunion bilatérale de défense et sécurité entre la République d'Angola et la République démocratique du Congo, dont la clôture est intervenue le 16 septembre 2020. Poursuite des recherches des corps des creuseurs et survivants éventuels de l'éboulement survenu au carré minier de 3, situé dans la ville de Kamituga, en territoire de Mwenga. 18 corps ont été jusqu'ici retrouvés et inhumés. L'exacerbation de la population suite aux propos au relents tribalistes dans les médias privés et les réseaux sociaux, principalement à l'égard des acteurs politiques. La justice a déjà été instruite d'engager des poursuites à l'égard des auteurs de ces propos. La population est invitée à privilégier la cohabitation pacifique de différentes communautés du pays. Joël Cadet, je ne vous poserai pas la question, vous êtes de quelle tribu? Ça n'a pas d'importance pour moi. Mais la première question, aimer sa tribu fait de toi un tribaliste? Non, le tribalisme en soi, comme Dédé Moupassa le dit, c'est un sociologue, c'est un facteur de développement, mais aussi c'est un facteur de sous-développement. Quand par exemple vous voyez quelqu'un comme Matata soutenir tous les élèves finalistes de son coin pour qu'ils fassent l'université en leur accordant de bourses, ça devient un facteur de développement. Mais lorsque vous privilégiez votre frère contre la compétence, contre l'expertise, contre l'expérience, c'est là où ça pose problème. Mais le tribalisme vient d'où? C'est un vecteur que les colonisateurs avaient trouvé pour bien dominer sur les colonisés. Et ça a été bien entretenu. Et vous verrez, que ce soit chez nos amis, ceux que l'on injurie plus, les Bayaka et consorts. Donc on va prendre dans une région la tribu qui est minoritaire, on sort un leader là-bas pour créer les récriminations au sein de la population.
Vous verrez par exemple au Kassai, on prendra un Bindi, on prendra un Tétéla, du temps où c'était le Grand Kassai, on prendra un Pendé, un seul secteur sur les 9 qui constituaient à l'époque les territoires de Chikapa, pour créer les récriminations au sein de la grande communauté. C'est ainsi que Mobutu l'ayant compris, il a supprimé la territoriale des autochtones. Et quand il dit après moi ça sera le déluge en 1990, comprenant que c'est là où il avait réussi son mandat de l'unité nationale, papa Bomoko, maman Bomoko, Mokozo Bomoko, il dit on retourne la gestion de la territoriale aux autochtones. Et à partir de ce jour-là, nous avons eu les phénomènes au Katanga, et jusqu'aujourd'hui, ce qui a failli même nous diviser à l'approche des élections. Combien de gens avez-vous supprimé sur votre mur? Facebook était des meilleurs amis, mais tout simplement parce que vous êtes de telles tribus ou est ressortissant de tels candidats, et on commence à croire que vous êtes tribaliste. Donc, c'est là où je dis. Au Rwanda, ça a réussi jusqu'à créer un génocide. Et on crée ça souvent par des petits mots. Pangistanais, Taliban. Et les tribalistes commencent toujours par ça. Kankrela, Kiloulou. Et on formalise cette pensée dans la nation, comme Kiloulou, les Kankrela, comme on appelait les Hutus au Rwanda, même en Côte d'Ivoire. Ça commence par des concepts. Et après l'étape des concepts, on soulève les leaders d'opinion. Et ces leaders d'opinion maintenant vont pousser les gens à réagir. C'est là où je dis que moi, depuis que peut-être je suis né, dans mon village, j'y suis arrivé, je crois, 10 jours. Ou dans ma province, j'y suis arrivé 10 jours et j'ai grandi en ville. En quoi ai-je de chez moi? C'est une qu'est-ce que je dis? C'est une escroquerie politicienne de politiciens. Joël Kadé. Il n'est pas lui de la tribu que quand on veut accéder au pouvoir, quand il y a les enjeux électoraux, est-ce qu'il vous parle de la tribu qui pose la question lorsque Poutou Trésor joue? Qui pose la question quand vous prenez votre taxi? Vous avez pris le taxi pour venir. Qui a posé la question au chauffeur? Vous êtes de quelle tribu? Qui a posé la question au pilote lorsqu'on prend les avions? Vous êtes de quelle tribu? Qui a posé la question à celui qui navigue le bateau, ou le petit navire, ou le pirogue? Mais qui a posé la question? Le président, lors du conseil de ministres, a demandé que l'on puisse sanctionner les propos tribales, sanctionner ceux qui incitent à la haine tribale. Mais est-ce qu'il y a une loi? Est-ce qu'il y a déjà une loi qui punit cela, écrit comme ça? Parce que je ne sais pas, parce qu'on se connaît. Il y aura peut-être une dérive, il y aura toujours les gens qui auront un excès de zèle. Est-ce qu'il y a un article dans la Constitution ou dans nos lois qui parle de ça? Oui, dans le code pénal, livre 2, l'incitation à la haine tribale, c'est... Pratiquement, j'aimerais bien. Pratiquement, comment quelqu'un peut inciter à la haine tribale? Donnez-nous un exemple. Lorsque vous dites ici ce n'est pas chez vous, parce que chez vous, c'est déjà la haine tribale. Lorsque quelqu'un vous dit que l'UNPC est constitué de Loulou et frères, c'est déjà stigmatiser ces gens, c'est le mettre dans une sorte de vindicte populaire. C'est-à-dire, les autres qui regarderont l'UNPC ne la regarderont pas comme une union des journalistes, on verra que c'est une association de quelques frères. Et lorsque vous dites non, Kimutu, Pangistanais, c'est déjà une discrimination, c'est déjà... on vous a fait comment? C'est déjà une incitation à la haine. Donc ceux qui ne sont pas pangistanais devront croire que tous vos faits et gestes, vous les posez parce que vous êtes pangistanais, parce que vous êtes talibans. Et pourtant même le mot talibani ici, ce n'est même pas une affaire de Balouba. Talibani, c'était la commune délimitée. C'était au regard de ce qui s'est passé aux talibans en Afghanistan, c'est-à-dire où il y a toutes les armes de Bouboutou, ça tire à tout moment, mais la population n'a jamais quitté, elle est toujours là. C'est comme ça qu'on appelait les habitants délimités les talibans. Mais aujourd'hui, on réduit ça au Balouba. Mais quand je regarde, est-ce que Kambahi, qui n'est pas de l'UDPS, peut-on aussi l'appeler taliban? Élisée Odia, peut-on aussi l'appeler taliban? Elle est pangistanaise. Elle est pangistanaise.
Pourquoi terroriser? D'ailleurs, j'ai lu un post qui m'avait fait extrêmement mal, un post d'Élisée Odia, qui a dit que ceux qui l'ont aidé d'ailleurs à émerger dans son boulot de journaliste, ce ne sont pas ses frères Louba. Elle a dit, elle a tweeté. Donc, on ne peut pas réduire quelqu'un à sa tribu, tout simplement. Madame, puis-je vous donner une révélation? J'ai distingué à l'université de Lubumbashi. Vous savez, c'était grâce à qui? Professeur Kadoni Ngoué Kapalaïn. Savez-vous qui m'ont combattu? Le président du jury, je ne veux pas le citer, et le secrétaire du jury, ils étaient de ma tribu, pour ne pas dire de mon territoire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans un cours du professeur Ngoïndombe, où tout le monde a été dispensé, parce que lui avait donné aux gens les 18, 19, 20. Alors on a dit non, c'est trop de points pour rien, où tout le monde a été dispensé. C'est vérifiable à l'université de Lubumbashi. Il y a les archives qui sont là. Mais moi j'ai dans ce cours-là 7. Non, j'ai 5. 5 sur 20. Un cours où tout le monde a eu 12. Parce qu'on a réduit les points. Mais moi j'ai eu 5. À cause de qui? Le professeur Kabeya, il est sur votre avenue ici. Vous pouvez peut-être lui demander, les professeurs. Comment, déjà nous aussi journalistes, nous entrons dans ce jeu-là. Comment combattre pratiquement le tribalisme? Parce qu'il y a des images aujourd'hui, nous trouvons que c'est peut-être banal, mais quand quelqu'un, par exemple, dit qu'à l'UDPS, le secrétaire général est de telle contrée, celui qui suit, même contrée, l'autre qui suit, même contrée, et dans la différence, il dit qu'à l'UDPS, à l'époque de Mbouakiem, ou à l'époque de Papa Tshisekedi Kassai, espace Kassai, Liaou, espace Équateur, Kibasa, espace Katanga, et il y avait qui encore oui, je crois que c'était les 4, hein, si je ne me trompe pas. Hein. Birindwa, c'était l'Est et tout ça. Il y avait une représentation presque nationale de la République. Mais aujourd'hui, quand on regarde l'UDPS aujourd'hui, c'est la représentation d'un espace. Quand on regarde aussi le Palou, il ne faut pas se voiler la face, c'est aussi la représentation d'un espace territorial. Alors, pourquoi ne pas commencer par les partis politiques, essayer de casser cette image-là? Parce qu'il faut des exemples pratiques pour démontrer que non, on n'est pas tribal. Non, il y a un problème. Ce n'est pas le nombre, donc le fait qu'un parti politique ait un nombre beaucoup plus important. Ça joue, hein. Des ressortissants de Bandundu, ça joue. Qui devient normalement ça joue. Mais moi j'ai essayé la sociologie politique. Ça impacte. Oui. Ça impacte. Oui. Puisqu'on n'est pas encore une nation, Joël Cadet. Donc ça impacte. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, en Afrique, les partis politiques sont d'abord sociologiques. Donc, c'est la culture politique que l'on appelle paroissiale. C'est-à-dire, les gens sont rattachés. Même quand les gens entrent à l'UNAFEC, ceci, cela, c'est souvent d'abord par rapport du leader. Il est de là, il est de chez nous, on le soutient. Même quand il a commis des bavures, on doit le soutenir. Mais au niveau de l'UDPS, je crois que ça a été respecté à l'issue du congrès qui a porté Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République. Il était président, le secrétaire général qui était donné pour Katangé, Kabunda Kabound. Donc, il était supposé être Katangé. Il n'est pas Katangé. Le secrétaire général, je n'entre pas dans ça. Les autres l'ont dit. Le secrétaire général adjoint, c'était le vieux qui est ministre des hydrocarbures. J'étais avec lui hier. Il est de la province orientale. Le deuxième secrétaire général adjoint, c'était Etienne Longondo, qui vient de l'Équateur. Non, il n'est pas professeur oriental, Équateur. Non, il est de l'Équateur. Okay. Troisième secrétaire général adjoint, il est de Bandundu, madame, j'ai oublié son nom, et d'ailleurs, elle est aujourd'hui secrétaire générale adjoint. Donc ça a été respecté. Mais aujourd'hui, qui sont au devant de la scène, c'est là où on croit que ça paraît tribal. Mais qui se jette dans l'eau? Qui prend le risque? C'est Kabouya, c'est Kabound. Et donc c'est là que ça donne l'impression, et comme le président... Mais ils n'ont qu'à s'organiser, parce que, comme vous dites, c'est sociologique. Ils doivent tenir compte de cela. C'est vrai que ce sont les seuls qui se lancent. Mais ils doivent tout faire pour que quelqu'un de Bandundu se lance, pour que quelqu'un de la province orientale se lance, pour que quelqu'un du Katanga se lance. Parce que sinon, qu'on le veuille ou pas, nous sommes africains, la tribu compte. Mais il y a un problème de risque. Il y a un problème de risque. Et souvent, quand vous n'allez pas demander à quelqu'un de prendre le risque pour rien. Vous voyez le pasteur, comment, Guigui, c'est Guigui, c'est lui qui mène, il est de l'Équateur. Et donc, vous savez, c'est un problème de la prise de risque, qui prennent le risque, et c'est là que ça donne l'image que c'est tribal. Ils soutiennent leurs frères alors. Oui. Ceux qui prennent le risque, c'est ceux qui soutiennent leurs frères.
Disons ça comme ça. Peut-être on peut dire ça. Mais c'est là où j'en appelle à tous les autres cadres. C'est ça, exactement. Oui, c'est là où j'en appelle. Charline Tossi, c'est un grand cadre de l'UDPS. Les Chabani, les consorts. Je crois qu'il est temps de casser cette image-là. Corriger aussi. Et que ça ne donne pas cette impression. Mais c'est l'intox lorsqu'on dit au cabinet du président de la République. Il n'y a que... Non. Prenons les 4 directeurs adjoints de Kamel. Donc vous avez Kamel qui est du Kivu, vous avez Kolongele qui est du Bandundu, vous avez le 3e, j'ai oublié son nom, Nyembo, il est du Katanga. Donc il n'y a pas faux. En tout cas, en quelques poussées de secondes, OGFREM, c'est quoi? On doit frapper fort à l'OGFREM comme c'est une grande société de la place, pour donner l'exemple, parce qu'on a quand même arrêté Saïba qui est sorti quand même, mais on a l'impression que, bon, je ne sais pas, vous êtes aussi fin limier, le dossier OGFREM, manipulation où il y a vraiment... OGFREM, qui dénonce OGFREM, je vous en prie? C'est le président kenyan qui dit que c'est un service mafieux. C'est le président kenyan. Président kenyan. Ok. Uhuru Kenyatta. C'est lui qui a dénoncé, la vidéo a circulé. Comment est-ce qu'on peut loger l'argent de la République démocratique du Congo au Kenya et en Tanzanie? Comment est-ce que l'ancien président peut inaugurer un grand immeuble? J'ai la vidéo, je vais vous la faire suivre maintenant là. Le président de la République, Joseph Kabila, inaugure un grand immeuble au niveau de la Tanzanie et les fonds doivent rester là-bas. Les fonds de l'OGFREM, on perçoit là au Kenya, on perçoit la MONUSCO fait de même. De Dar es Salaam, et ça doit... Non, mais la MONUSCO c'est international. Donc nous... Mais si l'OGFREM, je ne suis pas leur avocate, hein, mais on essaie de réfléchir par l'absurde. S'ils trouvent que peut-être là-bas il y a plus de garanties comme la MONUSCO, que leur argent peut être mieux sécurisé en Tanzanie ou au Kenya, ben la faute est à qui? Non. Madame, réfléchissons par l'absurde, vraiment. Réfléchissons par. On doit arrêter avec les dirigeants commissionnaires. Ok. Tous les dirigeants que nous avons, gouverneurs, ministres et consorts, sont des commissionnaires. Et une fois qu'ils entrent au pouvoir, ils créent leurs propres entreprises. Et ces entreprises-là, ils se constituent en conflit d'intérêts. Parce que, dites-moi, quel est encore un autre opérateur économique? Nous avons vécu du bon moment où vous aviez l'actuel ministre de quoi, Bamanissa, vous avez les Dokolo, vous aviez les papas Mbemba Saolo là ici. Mais c'était des hommes d'affaires. Dites-moi un seul homme d'affaires qui n'est pas dans la politique aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les hommes d'affaires, ceux qui construisent les grands hôtels. Vous avez vu l'hôtel qui a été inauguré à Kindu par l'ancien dauphin de Joseph Kabila. Donc, il n'y a que les politiciens qui doivent construire. Or, le pays ne peut pas se développer, madame, avec l'initiative de l'État. Le pays se développe avec les initiatives des privés encadrées par l'État. Mais aujourd'hui, nous avons des politiciens qui ont des entreprises privées qui bénéficient des exonérations et qui ne paient pas l'impôt et qui vont... Mais comment on va se développer? On peut avoir, je crois que Constant Moutambala dit, un budget d'au moins 200 milliards de dollars dans notre pays. Si on supprimait toutes les entreprises privées de Kabila, des Maman Olive, de Tshisekedi, de Maman Tsessi, de Maman... Si on supprime toutes ces entreprises... Ceux qui sont... Vous êtes un féliné. On va interrompre. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, est-ce qu'ils ont déjà créé des entreprises comme ça? J'ai peur qu'ils puissent emboîter les pas, en tout cas à la Kabylie. Parce que chaque ministre de Kabila, chaque gouverneur de Kabila a des affaires privées. Et ces affaires privées-là, d'une manière générale, ne paient pas l'impôt, ne paient pas les taxes. Et d'une manière générale, les entreprises sont encadrées ou gardées par la garde républicaine. On a refusé ça au Conseil de ministres. Oui, mais je vous dis, il y a une entreprise audiovisuelle qui n'a jamais payé ni taxes ni impôts depuis qu'elle existe. Et pourtant, nous, chaque 2 ans, on nous oblige de renouveler le récépissé. Et elle est gardée par la garde républicaine. Mais qui va aller là-bas? Quel est cet agent d'impôt? Cet inspecteur d'impôt? Sotar soit-il? Quel est cet expert de la DGRA, de la DGDA, qui va aller recouvrer de l'argent dans une entreprise gardée par la garde républicaine? Donc vous comprenez un peu là où ça, c'est là où j'en appelle. Ma soeur, même au niveau de l'UNPC, je dis aujourd'hui, si le vieux Moussa s'était retrouvé président de la commission des disciplines jusqu'aujourd'hui, si le vieux Kalenga Gustave était président de la commission de la CAT jusqu'aujourd'hui, et Tchilunde président de l'Union nationale de la presse du Congo, et Kambere bénéficiait de son salaire normalement, ou soit qu'il avait une entreprise de presse qui le prenait en charge,
il n'y aurait jamais eu de crise à l'UNPC. Nous allons continuer, mesdames et messieurs, nous allons parler de la bancarisation. Il y a une enquête sur la bancarisation, il y a beaucoup de choses qui se sont dites par rapport à cette bancarisation. Et évidemment, la Covid, on peut qu'en parler, parce que les gestes barrières, on s'est rendu compte, d'ailleurs, je crois que Joël Cadet l'a soulevé tout à l'heure, le président honoraire est venu au Parlement sans son masque, on a relevé cela. Est-ce que la Covid est finie en République démocratique du Congo? Parce que la population s'est vraiment relâchée. À la Tchang, où d'ailleurs personne ne porte plus le masque, c'est vraiment comme ça, à compter au bout de doigts. Initié en 2011 par le gouvernement congolais pour éradiquer les systèmes de rémunération des agents fictifs et des doublons, ces systèmes de bancarisation semblent occasionner beaucoup de détournements. Selon les réquisitoires du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Matete, après plusieurs enquêtes menées par la police judiciaire, l'on constate des cas de détournement qui ont caractérisé cette opération. Le parquet demande donc à toutes les banques impliquées dans cette opération de fournir le rapport de paie effectué depuis 2011. Pour cette juridiction, ces banques sont aussi appelées à communiquer les montants des reliquats versés dans le compte du Trésor public en vue de permettre à la justice de poursuivre ces enquêtes et d'établir des responsabilités. Notons que ces systèmes de bancarisation avaient fait l'objet de plusieurs contestations de la part des agents et fonctionnaires de l'État qui redoutaient non seulement le détournement de leur salaire, mais aussi et surtout le retard dans la paie devant les guichets. Pour bon nombre de Kinois, la négligence dans l'observance des gestes barrières est due au relâchement de l'équipe de riposte qui a pratiquement arrêté sa sensibilisation contre la Covid-19. Si la population n'arrive pas à respecter les gestes barrières, c'est juste parce qu'on a mal commencé à sensibiliser la population, vous comprenez? Ici chez nous en RDC, précisément à Kinshasa, la population est mal informée. Alors, dès qu'on parvient à transmettre le message correctement de la base, vous comprenez, à ce moment-là, on allait assister à un très bon résultat. Mais si aujourd'hui, on dit que non, la population nie de l'existence de la maladie, c'est ce que je suis en train d'évoquer comme situation. Alors, ce que je demanderais à c'est qu'on puisse encore intensifier la sensibilisation, parce que nous sommes mieux placés. Il fallait contacter des institutions qui connaissent mieux comment sensibiliser. Je ne peux pas citer les mots. Il y a les entités que nous connaissons. Contacter les responsables du ministère, surtout de la santé publique, qui pouvaient aussi aider les gouvernements. D'autres personnes pensent que le manque du port des masques est dû au manque des sanctions contre les récalcitrants. Quand vous descendez sur le grand marché, vous allez voir, c'est comme si la maladie n'existait pas. L'autorité ou encore le président de la République doit donner des sanctions. Pourtant, après la levée de l'état d'urgence, le chef de l'État avait bien signifié que les virus continuent à circuler. Seule la sensibilisation peut réveiller la conscience des Kinois. Joël Cadet, vos impressions à froid ou à chaud, je ne sais pas, froid, chaud, par rapport à la bancarisation. Et moi qui pensais que la bancarisation pouvait résoudre un problème de fraude et tout ça, et pourtant, ça a encore enfoncé la République, c'est incroyable. Est-ce que vous savez que les policiers n'ont jamais touché leur prime, leur accordée par le chef de l'État de 28 000 francs congolais de l'indépendance? Ne me dites pas ça. Il n'y a que la banque, la TMB, qui vient de payer. Toutes les autres banques ont bloqué cet argent-là. Pour quelle raison? Savez-vous qu'aujourd'hui, pour avoir accès à vos frais d'émission au niveau du ministère des Affaires étrangères, il faut laisser 20% de rétrocommission. Savez-vous qu'aujourd'hui, au niveau des banques, là, c'était une COP, je vous ai dit, c'était la mafia, organisée d'abord par Adolphe Mouzito, et qui a été endossée pratiquement par son ancien ministre de Finances, Matata Pogno. Ensuite, c'est tous ceux qui sont suivis. C'était bien organisé, une mafia organisée. C'est ce que vous le voyez toujours. C'est pourquoi je vous ai dit sur cette table, je vous ai posé la question. Sur ce plateau, montrez-moi un seul opérateur économique qui n'est plus dans la politique. Et montrez-moi qui est dont les affaires prospèrent
sans qu'ils soient dans la politique. C'est pour cela que le gouverneur de la banque a dit qu'il n'y a plus confiance entre les banques et l'État. Non, c'est de la responsabilité des Deo Mutombo, en particulier. Parce que c'est lui qui s'est comporté un peu en complaisant vis-à-vis des banques. Où est-ce que vous avez déjà vu un gouverneur de la banque? Les régulateurs des banques. Donc, le CESAC des banques. Le CESAC des banques, le Conseil supérieur de la magistrature des banques, c'est la Banque centrale du Congo. Mais elle a vu tout ça se dérouler, non? Comment n'a-t-il pas sanctionné? Comment est-ce que de l'argent peut quitter? L'argent qui devrait être versé à EcoBank passe directement par un coup de fil du directeur terminé du chef de l'État pour se retrouver à la Robank. Et à la Robank, on peut retirer en un jour 30 millions de dollars. Vous, directeur, gouverneur de la Banque centrale du Congo, vous n'êtes pas au courant. Et parce que un montant de 100 000 dollars déjà, d'ailleurs à partir de 10 000 dollars, lorsque vous retirez cet argent, ça doit être signalé à la Banque centrale du Congo. Et si ce n'est pas signalé, il y a des sanctions qui s'en suivent. Dites-moi quelles sont les sanctions qui ont été administrées à la Robank pour le retrait de plus de 30 millions et qui n'ont plus connu les circuits bancaires. La bancarisation était un échec? C'est un échec? En tout cas, nous aurions voulu. Écoutez maintenant pour voir là où c'est la mafia. Pourquoi les membres du cabinet du président de la République, ou ceux de la présidence, parlons globalement, pourquoi les membres du cabinet du Premier ministre, eux ne sont pas bancarisés? Jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui. Donc ça peut vous dire que c'était la mafia organisée. Pourquoi eux devraient-ils utiliser Maboko Bank et les agents de l'État? Et d'ailleurs, parmi ces agents-là, on a retrouvé. C'est pourquoi le premier exercice qui avait été opéré, il y a eu des reliquats de plus de 2 millions par mois. Et cet argent va où? Cet argent va où? Donc c'est pour vous dire que le système Kabila était organisé tel que il faudrait que ceux seulement qui sont au pouvoir restent là. C'est ainsi que vous le voyez se battre contre la République des juges. Parce qu'ils savent que si on ouvre leur tiroir, ce sont des cadavres pourris qu'on va trouver. Et avec le suffrage universel indirect, il risque d'y rester. Si ça passe à l'Assemblée nationale, ça risque de passer. Madame Paulette, nous avons un peuple qui a mûri. Moi, j'ai confiance dans notre peuple. Nous pouvons avoir des divergences. Nous pouvons nous insulter, tribal pangistanais, taliban. Mais lorsqu'il s'agit de l'intérêt national, vous allez voir Moutoua Bandundu pangistanais, na comme taliban, Batelem Bakangani. Vous avez vu l'affaire Malonda, non? Même les lois Sakata. Mais tous se sont mis main dans la main. Et vous pensez vraiment? Et Kabila n'a plus besoin de rentrer. Kabila ne veut pas aller en exil. Ce sont ces faucons qui ne le comprennent pas. Mais aussi, comme c'est un stratège, il connaît qu'il est entouré des hypocrites. Lui non plus ne veut pas donner l'impression qu'il a perdu la face vis-à-vis de Tshisekedi. Alors, il doit leur montrer. Parce que ces gens ne peuvent pas vivre sans Kabila. Ce sont des grandes intelligences, des professeurs d'université. Vous avez déjà vu où des professeurs d'université qui devraient avoir des ambitions pour diriger le pays, ils disent Kabila retourne. Non, c'est une distraction parce que ici, les laboratoires, je vous donne l'information, le laboratoire du FCC travaille pour la destitution du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Kankonde et du ministre de la Santé publique pour créer une crise en vue de résoudre le problème des Tunda. Point barre. Point barre. Covid. C'est fini? Non, notre sénateur a vu. Bon, on croit que c'était... Non, c'est un problème de gestion. Le vrai problème, c'est que Covid existe, bien sûr, mais il a trouvé des gens pratiquement immunisés. C'est ça que RFI a dit. Oui, je suis des anticorps que nous avons développés avec nos malarias, nos typhoïdes. Moi, je suis sûr que Covid a beaucoup tué les gens au mois de décembre de l'année passée. Si vous regardez, beaucoup de gens sont morts. Je crois que nous avons été même visités par Covid avant Chine. J'ai même l'impression que peut-être c'est un microbe qui a été créé pour les Congolais. Parce que les gens sont beaucoup morts. Et vous-même dans votre maison, même dans ma maison, tout le monde était malade. Vers le mois de janvier, je me rappelle. Oui, j'ai perdu même un de mes neveux dans ces circonstances qui n'a souffert que 3 jours. Donc je crois que chez nous ça a commencé avant. Et ça nous a trouvé avec les anticorps développés par la quinine, l'artémisa que nous prenons déjà et nous avons résisté. Nous allons terminer par un dossier assez triste, ce qui s'est passé dans une clinique vers Kinshasa, la commune de Kinshasa. Ça a heurté en tout cas ma sensibilité personnellement parce que moi quand il s'agit des viols, ça me touche vraiment dans mes tripes, permettez l'expression, voir des infirmières qui travaillaient
tranquillement être violés par les Koulouna, ça fait extrêmement mal. Et évidemment, les autorités sont descendues là-bas, comme le gouverneur et aussi Godin Poyi, mais lui il est allé vers la commune de Makala. C'est pendant les vacances parlementaires que le représentant de la population de Makala, Sami Kalonji, a tenu à inviter son collègue président de l'organe délibérant de Kinshasa dans sa circonscription dans le but de lui faire palper du doigt le mot qui ronge la population de cette partie de la capitale. J'ai contacté les dirigeants des institutions de la ville-province de Kinshasa afin de pouvoir toucher ce qui nous dérange, de sorte que la population puisse sentir quand même que non, cette fois-ci, nous avons des dirigeants qui peuvent faire quelque chose en leur faveur. Vous avez vu le président de l'Assemblée provinciale descendre dans la commune de Makala, c'est pour se rendre compte de tout ce que j'avais déposé sur sa table afin de pouvoir trouver la solution escomptée. C'est dans ces mêmes ordres d'idées qu'un noyau spontané de jeunes a fait entendre sa voix auprès de Godin Poyi. C'est la première fois que notre chère commune puisse recevoir une autorité de votre rang. Depuis l'indépendance de notre pays en 1960 jusqu'à nos jours, notre commune est toujours enclavée. Nous n'avons pas de route jusqu'à présent. La commune de Makala fait face à une grande insécurité suite au manque d'éclairage public, le manque d'agents de la police. À défaut d'une baguette magique pour des solutions à la problématique de Makala, le président de l'Assemblée provinciale promet de bousculer l'exécutif pour les premiers actes. Nous allons prendre cette question à bras le corps. Les gens verront dans peu de temps quelques signaux qui vont indiquer que la ville est effectivement gouvernée. On ne peut pas accepter que pratiquement devant la commune, il y ait les trous du genre de celui qu'on a vu là-bas. Ce qui est vrai, c'est que après cette crise, il y a des routes qui seront prises en charge dans le cadre de notre programme. Je ne donne pas la durée, mais je crois que nous allons les constater ensemble. C'est depuis des décennies que la commune de Makala fait face à l'enclavement suite notamment à la dégradation des infrastructures routières. La descente de ce jour par le membre de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été pour sa population un offre de soulagement. Depuis l'incursion la semaine dernière de plus de 50 jeunes communois appelés Koulouna dans l'hôpital Torder, une psychose se vit jusqu'à ces jours dans cet établissement sanitaire de la commune de Kisanso. Les actes de vol, viol et traumatisme perpétrés dans cet hôpital n'ont pas laissé indifférent le gouverneur de Kinshasa. Jean-Tini Ngobila, accompagné de quelques membres de l'exécutif provincial, est venu s'imprégner de faits. Entrer dans la maternité ainsi que dans la pédiatrie où se trouvaient des enfants en soins, détachant les perfusions et les transfusions qui étaient en cours, après avoir violenté les parents ainsi que les gardes malades qui surveillaient les enfants. Les poches de sang qui étaient en réserve dans le frigo, dans la banque de sang, ont tout simplement été détruits ainsi que les autres intrants de laboratoire qu'on utilise pour les examens de routine. Cette visite est réellement une visite de réconfort pour le personnel de cet hôpital, mais aussi pour le riverain qui ont accueilli pour la première fois un homme de ce rang. Pour soulager tant soit peu la douleur qui frappe cette structure sanitaire, l'exécutif provincial a fait un don de vivres, non-vivres et équipements de lutte contre la Covid-19. Touché par le drame, l'autorité urbaine a instruit la police de ce coin à mettre la main sur les malfrats en fuite. Nous condamnons avec la dernière énergie ce qui s'est passé ici. Ici, c'est l'occasion ici pour moi de féliciter la police qui a pu mettre la main sur ces Koulouna. Ils sont au cachot au niveau de la police. Il y en a d'autres qui sont déjà à Makala, ils ont été condamnés. Je demande à la police de continuer les enquêtes parce qu'ils étaient nombreux, ils étaient environ une cinquantaine. Alors tous ces Koulouna doivent subir la rigueur de la loi. Nous sommes ici pour dire au personnel soignant de cet hôpital que la ville de Kinshasa est à leur côté. La nuit du 11 au 12 septembre dernier était un cauchemar pour l'hôpital Torder qui a vu son argent, ses matériels et biens de valeur emportés par des malfrats. Mais aussi ces deux infirmières être violées par ces inciviques. La police nationale congolaise a réussi à mettre la main sur quelques jeunes à la base de ce drame. Ces malfrats ont été condamnés à 20 ans de prison par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Matete pour vol, viol et extorsion. Joël Kadi,
vous êtes père, là, je vous prends maintenant dans l'angle, parce que vous avez plusieurs facettes, c'est ce que j'adore. Je vous prends maintenant comme père. Le viol, comment vous... Je ne sais pas, je ne le souhaite pas, mais comment vous... Quel ressenti par rapport au viol? Parce que vous avez des filles, vous avez des jolies filles, et que je salue d'ailleurs en passant. Le viol pour vous, c'est quoi? Quel est le ressenti par rapport au viol? Je ne veux même pas le rêver, parce que moi, je commettrais un crime. Quelqu'un qui touchera à ma femme ou à mes enfants, je commettrais un crime. En tout cas, je veux... Parce que vous ne pouvez pas comprendre. On a atteint un niveau de méchanceté. On vous a chassé des sentinelles. Vous allez recruter des colonels pour venir violer. Et des infirmiers qui vont te traiter demain. Et les malades qui sont sous perfusion et sous transfusion. Mais même les blancs là, j'ai parlé avec ma soeur qui vous admire d'ailleurs beaucoup, Yvonne Kapinga qui est au Canada, elle a pleuré. Il y a de quoi? Moi je pleurais. Elle a pleuré. Yvonne Kapinga pleurait. Pourquoi? Parce qu'on ça n'imagine pas. Et même leurs propres enfants qui sont médecins et consorts ne veulent pas rentrer au pays à cause de cette histoire-là. C'est là où nous disons qu'il faudrait que l'affaire soit poursuivie et que les criminels... Moi, je me demande même pourquoi est-ce qu'on était en train de couvrir leur visage. Donc, non, il fallait couvrir, c'est question de... Ce sont les gens qu'il faut... Non, pas les... moi je pensais les criminels. Non, pas les victimes. Okay. Les criminels là. Il faut... D'ailleurs, c'est là où moi je lutte, contrairement à toutes les autres organisations, pour qu'on rétablisse la peine de mort. Au Nigeria, d'ailleurs, ils ont, dans l'état d'Ibadan, si je ne me trompe pas, on fait carrément la castration chimique. Oui, même en Éthiopie. En Éthiopie aussi. C'est-à-dire un type qui vous fait des histoires comme ça, vous le castrez. Simplement. Oui, on le castre. Vous ne pouvez pas comprendre. Une infirmière. Et puis... Non, quel plaisir vous avez. Quel plaisir. Le Congo, c'est la douceur. On peut gagner la violence. Hein? Non, ça fait tellement mal. Je crois que ces gens-là, ils doivent purger leur peine. Et je crois vous comprenez prochainement, il faudrait qu'on rétablisse la peine capitale. Vous comprenez l'émotion du docteur Mukwege? Non, maman. Et ça va tout. Au stade des martyrs, là, on les met et puis on tire sur eux en public. Parce que vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est cynique. Même le diable est en train d'envier le degré de la méchanceté du Congolais. C'est vraiment cynique. Nous sommes à la fin, je crois qu'il nous reste quelques poussières de minutes. J'ai un intellectuel avec moi, une élite avec moi. Projection pour les quelques mois qui restent. La rentrée, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, la gratuité de l'enseignement. La rentrée, on ne sait même pas parce que je ne sais pas quand. La rentrée, c'est quand d'abord? La rentrée, c'est on a dit c'est officiel. Le ministre lui-même l'a dit. Oui, le calendrier avait été donné. Par le ministre lui-même, c'est le 5 octobre. La gratuité, pour vous, c'est une réussite? J'ai vu qu'il y a une publicité qui passe là-dessus. Mais beaucoup de parents se plaignent de la qualité. C'est vrai que la gratuité, c'est une bonne chose, mais beaucoup de parents, l'année passée, ont dit la qualité a baissé, les classes étaient surchargées, et beaucoup de professeurs, en tout cas, les nouvelles unités se sont plaints qu'il n'y avait pas eu assez d'argent pour eux. Comment pallier aux insuffisances de la gratuité? J'ai une élite avec moi. Est-ce que, je sais pas, est-ce que ça a été préparé, cette gratuité, ou on doit continuer comme ça chaque année à se plaindre? Non, il y a un effort qui doit être collégialement fourni, aussi bien par les préfets, les enseignants, par les parents que par les politiques. Parce que c'est vous peut-être qui avez étudié en ville, qui pouvez dire que non, la gratuité, mais... Au village, on paye quoi? On paye les concettes de manioc. On paye les tiges de maïs. On paye quoi au village? C'est un échange de ça. C'est presque gratuit, l'enseignement. Ici, le problème de la gratuité ne s'est posé que dans les écoles VIP catholiques, où les enseignants pouvaient toucher $1000, $600, ainsi de suite. Et c'était devenu encore un fonds de commerce. Je crois qu'il y a lieu que chacun de nous fournisse un effort pour qu'on dépasse cette étape. En tout cas, je connais des parents dont les enfants sont rentrés à l'école sans qu'ils n'aient payé. Mais maintenant, il faudrait qu'au niveau peut-être de l'école, que l'État supprime certaines institutions, certains postes, qu'on réduise même le nombre de certains conseillers dans quelques cabinets, de telle sorte que les enseignants se retrouvent. Parce que si vous voyez aujourd'hui, la carrière enseignante est en train d'être supprimée. En tout cas, les enseignants meurent. Autant qu'on parle des journalistes, autant qu'on parle des médecins et consorts. Aujourd'hui, même les médecins. Pourquoi il n'y a que les hôpitaux privés qui se développent, contrairement aux hôpitaux de l'État? Et ces hôpitaux de l'État sont gérés par les médecins qui ont leur clinique privée.
et ils enlèvent les malades de cliniques de l'État où ils sont en train de soigner pour les amener dans leur clinique privée et demander beaucoup d'argent. Voyez tous les centres importants que l'on appelle l'Anganda, consort. Ça a été construit avec l'argent d'où? Mais ce sont les mêmes médecins qui étaient médecins directeurs, soit à Mama Yemo, soit à Sendwe, soit à Kitambo. Ce sont eux-mêmes qui construisent leur propre clinique. Donc on est en train même de tuer, même le médecin, même le serment d'Hippocrate aujourd'hui n'est plus respecté. Les soins médicaux aujourd'hui vous coûtent très cher à Kinshasa. Parce que quand vous allez à l'État, on vous néglige, allez à Mama Yemo, vous allez voir. Et pourtant les meilleurs soins sont donnés là-bas. Mais même pour juste qu'on vous touche comme ça, c'est de l'argent. Alors je me dis, même le serment d'Hippocrate. Et donc, ça veut dire que nous devions fournir un effort pour que chacun dans son coin. Et pourtant, Madame Paulette, la vie sur la terre, elle est vraiment éphémère. Et tout ce que nous récoltons, tout ce que nous amassons ici, ça va rester. Toi et moi, on n'a plus 50 ans à vivre. En tout cas, je connais ta grand-mère qui a fait 100 ans et 2 ans, mais avec tous les stress que vous et moi avons connus, en tout cas, je ne vois pas encore 50 ans devant moi. Mais pourquoi alors me battre pour des choses que je vais laisser? Exactement. Soyons un peu sensés à un moment donné. Merci Joël Cadet vraiment d'être passé à la barre. Merci beaucoup. Allons au congrès, hein. Allons au congrès, allons résoudre nos problèmes au congrès. Le congrès, c'est... Comment y aller? Il faut une carte, quelles sont les conditions pour aller à Mwanda? Enfin, je ne sais pas si c'est... Non, les statuts sont verrouillés. Les vieux savent ce qu'ils ont fait. Même les jeunes gens qui parlent de l'UNPC là, ils savent qu'ils ne sont pas membres de l'UNPC, mais le comble c'est que moi je me bats pour que les jeunes intègrent la structure de l'UNPC pour corriger les histoires à l'intérieur. Je sais de quoi je parle, je ne veux pas le dire sur la place publique. Merci Joël Cadet, merci en tout cas à toute l'équipe technique, merci à vous chers téléspectateurs et téléspectatrices, merci à tous mes followers sur la Lyon Info et sur toutes mes pages Twitter, Instagram, LinkedIn. Merci à vous et merci à une élite que je suis particulièrement. Il y en a beaucoup qui m'aident à préparer sans le vouloir cette émission. Merci à Didier Mbouy qui est... Non mais Vieux Kalomé, je vais répondre à toutes ces questions demain lundi. Voilà, merci à Vieux Kalomé, merci à Béatitude Tatalongi, vraiment merci à vous qui me faites travailler, qui faites travailler mon intelligence. Merci à vous tous dans les réseaux sociaux. Merci à celle qui m'a habillé, Yvette Tolo depuis Dakar. Et on se retrouvera, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le dimanche prochain. Inch'Allah.